Et le premier mot sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est notamment ce mot-là de génocide. Parce que si on a créé l'association, c'est aussi en partie pour ça, c'est qu'on a observé que dans les discours politiques ou les discours médiatiques, on disait, pour le dire très clairement, vraiment n'importe quoi sur ce qu'était cette qualification. On a pu entendre dire, je ne sais pas, par exemple, que ce qui se passait actuellement à Gaza, ça ne pouvait pas être un génocide parce qu'il n'y avait pas assez de morts. Voilà. On a entendu des discours comme ça, si vous vous souvenez bien, on en entend toujours d'ailleurs, parce que la bataille sémantique, on va dire, est loin d'être gagnée. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon notre association, si on se réfère au droit international, on peut véritablement parler de génocide dans la bande de Gaza. Étant précisé que cette qualification de génocide n'est pas exclusive d'autres. C'est-à-dire qu'on a très bien dans la bande de Gaza des faits qu'on peut qualifier de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà énorme, mais on ne renoncera pas à ce terme génocide puisqu'il désigne ce qui se passe lui aussi. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, ce terme génocide, on peut l'utiliser à des fins politiques, on peut aussi l'utiliser justement dans un sens juridique. Et juridiquement, sa définition est donnée par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, définition qui est reprise dans le statut de Rome, qui est le statut de la Cour pénale internationale, qui fixe la compétence de la Cour pénale internationale. Et le génocide y est défini comme une série d'actes graves, alors ça peut être des meurtres, ça peut être des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, ça peut être soumettre une population à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction, ou ça peut être des transferts d'enfants. En gros, c'est les 4 actes qui peuvent être constitutifs de génocide. Avec cette particularité, et ça c'est une particularité qui tient à l'élément intentionnel qui en fait conduit ces différentes actions, ces différents crimes, c'est que ces actes dont je viens de vous parler doivent être réalisés dans l'intention de détruire tout ou partie, et je dis bien tout ou partie, parce qu'on a aussi entendu l'argument consistant à dire que tant qu'il y aura encore un Gazaoui vivant, ça ne serait pas un génocide, on l'a quand même entendu dire. Donc réalisé dans l'intention de détruire tout ou partie du groupe protégé pour des motifs qui soient raciaux, nationaux, religieux, etc. ou ethniques. C'était le 4e qui me manquait. Alors, quand on regarde précisément ce qui se passe dans la bande de Gaza, on s'aperçoit en vérité que tous ces critères sont remplis. Alors, les meurtres, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez la situation. On a atteint le cap des 70 000 morts, dont 2 tiers de femmes et d'enfants, et sachant que ce chiffre ne comptabilise même pas les décès indirects, qui seraient dus par exemple à la malnutrition, aux mauvais soins, enfin à l'insuffisance des soins, etc. Concernant les atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, les amputations, la torture, rien qu'évoquer ces 2 points-là suffit à caractériser l'existence même des faits. Pour ce qui est de la soumission d'un groupe à des actes de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle, vous savez que Gaza a été soumis et reste soumise à un blocus humanitaire, de telle sorte que la famine est utilisée comme une arme de guerre, ce qui permet de qualifier ce point. Et ensuite, sur le volet intentionnel, comment on fait finalement pour caractériser une intention génocidaire ? On fait comme on fait pour toutes les affaires pénales, y compris en France par exemple, on regarde 2 choses. On regarde qu'est-ce que disent les personnes qui commanditent ces actes, quelles sont leurs déclarations, quel est leur narratif, et on regarde les faits eux-mêmes. Est-ce que des faits eux-mêmes, on ne peut pas dégager une intention génocidaire ? Alors moi j'ai tendance à penser que rien que par les faits qui sont commis, on peut déduire l'intention génocidaire, et quand on regarde les déclarations, je pense que vous avez tous en tête les déclarations qui ont pu être faites. Alors par exemple par Yoav Gallant, qui est l'ancien ministre des Armées, qui a pu dire, ça a été rappelé tout à l'heure, que l'objectif de l'armée israélienne était de combattre des animaux humains. Donc là on a véritablement une déclaration purement génocidaire. Vous avez le président Isaac Herzog qui a pu dire que le fait qu'il y ait une population palestinienne innocente de ce qui s'était passé le 7 octobre 2023 était un mythe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de population innocente et qu'il convenait par conséquent de lui briser la colonne vertébrale, en insistant sur l'idée qu'il y avait par là une forme de punition collective à infliger à la population gazaoui. Là encore, on est face à une déclaration ouvertement génocidaire, et je passe sur certaines déclarations. Vous avez sans doute entendu par ailleurs certains responsables politiques qui parlaient d'envoyer une bombe nucléaire sur Gaza, d'autres qui ont pu avoir des propos véritablement appelant au nettoyage ethnique. Bon, si vous additionnez tous ces éléments, il se trouve qu'au sein de notre association, nous considérons, et nous ne sommes pas seuls à le considérer, qu'il y a bien un génocide. Je dis que nous ne sommes pas seuls à le considérer parce que vous savez là aussi probablement qu'il y a une multitude, et je dirais même
une convergence exceptionnelle de rapports internationaux qui sont venus appuyer cette qualification. Je pense à des rapports réalisés par des experts onusiens, je pense notamment au rapport de Francesca Albanese dès mars 2024 qui publie un rapport intitulé « Anatomie d'un génocide ». Je pense à des rapports rendus par des organisations internationales comme Amnesty International par exemple, comme Human Rights Watch et bien d'autres, Médecins sans frontières, bref. Je ne vais pas vous faire toute la litanie, mais on peut dire que cette qualification, aux yeux du droit, est justifiée. Alors maintenant, la question c'est, quelles sont les conséquences juridiques? Une fois qu'on a dit cela, quelles sont les conséquences juridiques? Eh bien, il y en a une sur laquelle je vais revenir tout de suite, qui est importante, qui est cette idée de prévention du génocide. Tout à l'heure, je vous ai dit que le mot génocide était défini dans une convention de 1948 intitulée « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ». Eh bien, cette convention, elle prévoit, comme son titre l'indique, que tous les États signataires, et y compris d'ailleurs les États non signataires, parce que ça fait partie des normes du jus cogens, c'est-à-dire des normes impératives du droit international en vérité, donc tous les États signataires, dont la France, ont l'obligation de prévenir le crime de génocide lorsqu'il existe un risque plausible que ce génocide soit commis. Donc à partir de là, une fois qu'on a dit ça, il y a deux questions qui se posent, pour le cas de la France, mais ça serait valable pour tous les pays. Première question, est-ce que la France a connaissance d'un risque plausible de génocide? Ça, c'est la première question juridique qu'on doit se poser. Et deuxième question, si la réponse est oui à la première question, est-ce que la France a pris des mesures pour empêcher la commission de ce crime de génocide? Alors, première question, est-ce que la France a connaissance d'un risque plausible de génocide? Eh bien, la réponse est forcément oui, au moins depuis le 26 janvier 2024. Pourquoi cette date? Parce que c'est à cette date que la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance qui, justement, indique, noir sur blanc, qu'il y a un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza. Qui, dans son ordonnance, ordonne des mesures conservatoires à Israël pour faire cesser ce risque, mesure qu'elle lui a rappelée par 3 fois et que Israël n'a jamais appliquée. Donc ça signifie qu'au moins depuis cette date, on pourrait prendre une date antérieure au regard des déclarations que je vous ai mentionnées tout à l'heure et qui sont en fait antérieures à cette date du 26 janvier 2024. Mais rien qu'en prenant cette date, ça veut dire que ça fait plusieurs dizaines de mois que la France a objectivement, nécessairement connaissance de ce risque de génocide dans la bande de Gaza. Alors maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'a fait la France? Qu'est-ce qu'a fait la France pour prévenir ce crime de génocide? Alors là aussi, la Cour internationale de justice, dans une autre décision, qui est une ordonnance cette fois du 30 avril 2024, a donné une sorte de feuille de route aux États pour l'application de cette obligation de prévention du génocide. Elle a expliqué en gros, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour un État devoir prévenir un génocide? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'État pour prévenir un génocide? Et elle écrit, la Cour internationale de justice, ça signifie que les États, donc là encore une fois la France notamment, doivent mettre en œuvre, je cite, tous les moyens qu'ils ont raisonnablement à leur disposition pour faire pression sur l'entité génocidaire afin qu'elle stoppe son génocide. Donc ça veut dire, si je reformule, que la France aurait dû mettre en œuvre tous les moyens qu'elle avait raisonnablement à sa disposition pour faire pression sur Israël afin qu'Israël stoppe son entreprise génocidaire. Concrètement, ça passe par quoi? Qu'est-ce qu'aurait pu faire la France? Elle aurait pu, par exemple, prendre des sanctions ciblées contre des dirigeants israéliens qui auraient ouvertement appelé au nettoyage ethnique ou concouru à la commission de ces crimes. Eh bien, il se trouve qu'actuellement, à l'heure où je parle, il n'y a pas un seul dirigeant israélien, y compris parmi les ministres extrémistes, Smotrich, etc., qui fait l'objet d'une sanction de la part de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul de ces ministres qui est, par exemple, persona non grata sur notre sol, comme ça s'est fait, par exemple, en Slovénie.